Il y a le discours et la réalité. Bon, la réalité, c'est quand même la cause palestinienne qui a été remise en exergue, sur le tapis, qui est devenue un enjeu fondamental. Alors après ça, voilà, donc comment ça va tourner? Bon, si on arrive à faire du Fatah une organisation qui tienne debout, peut-être que ça va se déporter comme ça. Mais bon, ça va être dur parce que c'est le Hamas, maintenant, qui incarne, qui symbolise la cause palestinienne. Donc ça va être dur de le détrôner. Et la question des otages, ou la libération des otages, rappelle ça, ce qui est quand même une amertume profonde pour les Israéliens. C'est surtout quand le gros des prisonniers palestiniens sera libéré que là, ça sera de l'amertume pour les Israéliens. Je vous propose maintenant qu'on aille auprès d'une famille franco-israélienne qui peut-être et évidemment qui attend avec espoir la libération de ce petit garçon. Ce petit garçon, vous avez déjà vu son visage, il s'appelle Eitan. Il a 12 ans. C'est un des otages. Et Solène Rioux, vous êtes précisément en direct avec la grand-mère d'Eitan, Jocelyne Goldaper. Elle a entendu évidemment l'annonce de l'accord et vous allez l'interroger. Oui, absolument, Elisabeth. On se trouve avec Jocelyne, qui est la grand-mère du petit Eitan, 12 ans. Merci beaucoup de nous répondre aujourd'hui. Jocelyne, déjà, est-ce que vous avez eu des informations concernant cette potentielle libération d'otages? Et donc, on pense forcément à Eitan. Non, du gouvernement israélien, je n'ai pas d'informations. Du consulat, non pas non plus d'informations. J'ai fini par comprendre qu'il y a 4 personnes françaises qui vont être libérées sur les 8. Alors justement, en effet, Paris dit espérer la libération de 4 otages. On ne sait pas s'il va s'agir de mineurs, de majeurs. On imagine bien évidemment les enfants dont Eitan fait partie. Quel est votre état d'esprit ce matin concernant cet accord ? Moi, je suis d'accord pour l'accord, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fond, parce que je ne sais pas s'ils vont être libérés. Tant que je ne les vois pas, ça fait 1 mois et demi qu'on nous dit qu'il y a une libération d'otages, mais on n'a rien vu. On est toujours dans ce tunnel psychologique de savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils sont morts ou vivants? Jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Est-ce que ça vous donne quand même un espoir supplémentaire? J'ai un peu d'espoir et un peu de... Et de notre côté, je ne sais pas. Beaucoup de familles d'otages m'ont confié depuis hier avoir peur d'espérer. C'est le cas aussi justement d'ailleurs de votre fille qui est la tante d'Eitan. Elle m'a dit, moi j'ai peur d'espérer parce que j'ai vraiment envie de le revoir, mais j'ai peur d'être déçue. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui, je n'ose même pas m'adresser à ma fille pour pas remuer toutes les émotions qu'elle a déjà eues. Et moi-même, j'ai très peur. Je vous dis, on est encore dans le noir. On est ici dans le parc où vous avez l'habitude de vous promener avec vos petits-enfants, Eitan notamment. Est-ce que vous pensez déjà, alors c'est dur d'espérer en effet, mais vous vous imaginez déjà le revoir et est-ce que vous vous dites déjà, voilà, est-ce que vous imaginez ce que vous allez refaire avec lui quand vous le retrouverez? Non, moi je m'imagine actuellement qu'il est sous des tunnels pendant 1 mois et demi, sans savoir s'il a de la famille, tout seul, sans liberté. Et je me dis dans quelle situation il doit être. Je me dis, je vous demande, imaginez-vous que vous êtes vous ou vos enfants dans un tunnel et sans savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi il est là. Merci beaucoup Jocelyne de nous avoir accordé ces quelques minutes. On imagine que c'est une journée difficile à traverser. À se dire qu'il y a des enfants dans des tunnels sans voir le jour, sans famille, sans savoir pourquoi ils sont là et combien de temps ils vont rester là-bas. Et peut-être dans la peur et dans les sévices, c'est une chose affreuse. Et on espère bien évidemment avec vous, on croise les doigts tout au long de cette journée et on suivra. Voilà, vous vouliez ajouter? Si j'ai un mot pour les 30 otages qui ne sont ni juifs ni israéliens et dont personne ne parle. Et j'ai un mot aussi pour les enfants palestiniens qui ne devraient avoir rien à faire dans les conflits, sauf si on les a armés.
Votre objectivité vous honore. Merci encore une fois, Jocelyne. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de sentiments qui se mélangent dans l'attente aussi qui est interminable. Évidemment, on espère avoir davantage de nouvelles dans la journée, Elisabeth. Merci infiniment, Solène, parce que grâce à vous et grâce à Jocelyne Goldaper, on touche du doigt cette angoisse terrible dans laquelle sont évidemment les familles des otages depuis le 7 octobre. Et puis, ce qui est frappant, la première réaction, c'est vous espérez... la peur est supérieure à l'espoir. Oui, tout à fait, parce que d'abord, on ne sait pas la situation dont ces otages y sont. Et je ne veux pas évoquer les pires, mais on ne sait pas si tout le monde est vivant. Et donc là, avec tellement peu d'informations, les familles, bien sûr, elles essaient bien de garder ces émotions pour ne pas tomber encore dans un désespoir même plus terrible. Ne pas parler aux familles qui savent. Il y a aussi les familles qui savent qu'il n'y aura pas de libération pour l'instant. Et Jocelyne Lagromère a bien évoqué aussi ceux qui ne sont pas israéliens, parce que cet accord, il est très, très précis. Il dit que c'est seulement pour les otages israéliens ou israéliens, français, israéliens, américains, etc. Il y a encore les Thaïlandais, les Népalais, d'autres nationalités qui ne sont pas conclus dans cet accord. Pour leur famille aussi, c'est des moments extrêmement durs, on peut s'imaginer. Israël a demandé la liste des otages qui seraient libérés et des preuves d'identification. Est-ce que, par preuve d'identification, on entend aussi preuve de vie ? Bon, là, l'accord est très clair, parce que l'accord dit des otages vivants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des otages qui sont morts? On ne sait pas. Dans la tradition juive et israélienne, on négocie aussi le retour des corps. Et par exemple, il y a 2 corps de soldats israéliens qui sont dans la main de Hamas depuis 2014 et 2015. Ça fait des années qu'Israël négocie, sans succès malheureusement, le retour. Donc dans la tradition israélienne et juive, il y a une obligation de négocier aussi ça. Maintenant, on est bien sûr dans une situation absolument inédite. Donc là, on ne sait pas si ça sera le cas. C'est intéressant que vous le précisiez, parce qu'effectivement, il y a peut-être des otages qui sont décédés. Le Hamas, en tout cas, le dit, mais on a sans donner vraiment de preuves, sauf dans le cas de Noah, la soldate, la semaine dernière. Mais on se posait la question, 50 otages, certains sont-ils tous vivants? Vous dites oui, c'est dans le cadre de la négociation. Gilles Delafont. Je ne sais pas, ce qui est certain, Ronald disait, Israël met toujours beaucoup d'efforts pour récupérer des corps. Je pense notamment à un soldat qui s'appelait Ron Arad, que les Israéliens ont cherché pendant des années et des années même à récupérer son corps. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de votre journaliste, là, c'est que là, on est dans une séquence qui est énormément émotionnelle. Et j'étais en train de me dire comment Israël va gérer le retour des 50 otages. Est-ce qu'ils vont pouvoir parler ? S'ils vont parler, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que s'ils parlent, ça va compromettre la libération des autres otages? Là, on va avoir un focus émotionnel très, très, très intense et ça va avoir un impact, évidemment, sur toutes les décisions à venir, que ce soit la reprise de la guerre, que ce soit les négociations en cours. Oui, justement, on avait, dans les quelques otages qui étaient libérés, on avait Madame Yocheved Lifshitz, qui était libérée assez tôt, après le 7 octobre. C'est en fait la seule qui a tenu une sorte de conférence de presse, si on peut dire ça, ou a parlé très ouvertement à la presse. Un événement qui était extrêmement critiqué en Israël, parce que, a priori, l'hôpital a décidé d'eux-mêmes de laisser ces dames parler aux journalistes, sans trop consulter les autorités israéliennes qui ont jugé après que c'était justement pas du tout constructif pour les négociations. Donc là, on peut s'imaginer qu'il y avait quand même une procédure mise en place pour empêcher ce genre de conférences de presse ou d'interviews à la presse. C'est une des questions, en effet, intéressantes à se poser.